Salut les Maniacs du gros son qui tâche, une petite vidéo pour vous les Maniacs, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à liker mes publications et ça fait plaisir. Ça veut dire que c'est peut-être intéressant ce que je vous propose et donc ça m'encourage à continuer. J'ai eu quelques suggestions également, notamment de la part de mon ami Arnaud Basnier, que je salue au passage. Il m'a parlé, pourquoi pas, une thématique consacrée au grand album de hard rock et metal français. Donc je me suis dit, pourquoi pas, banco, je vais exaucer ton vœu, Arnaud, et puis on va faire une thématique consacrée aux grands albums de hard rock et de metal français. Ça va de 1979 à 1993. Il me semble, ça ne veut pas dire que depuis, il n'y a pas eu de bons disques en métal, hein, mais maintenant, la France est devenue un tel vivier de groupes il me faudrait toute une nuit pour parler de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, avant d'entamer ma thématique, on va parler de quelques groupes qui méritent certainement davantage d'exposition et qui sortent des albums de très bonne qualité. C'est le cas par exemple de Downright Malice avec leur dernier album Mechanica Temporis. C'est une autoproduction. C'est un groupe, c'est des vieux briscards, hein, Downright Malice. Si vous lisiez la presse à l'époque, ils étaient régulièrement dans les contacts des groupes à recherche de dates de concert. Enfin voilà, Downright Malice, ils font partie du paysage depuis très très longtemps. Alors un groupe qui existe encore plus ou moins, il s'agit de nos amis de Dunkelnacht. Là c'est un de leurs derniers EP 4 titres et pourquoi ils existent encore ou pas, en fait ça reste un projet studio il me semble, et donc il reste à deux. Il reste le guitariste et le bassiste, donc qui s'occupe un peu de faire vivre leur œuvre, qui est Dunkelnacht. Scarline également, qui mériterait davantage de reconnaissance, auteur de 3 albums sur Mystic Productions entre autres. C'est un groupe de Bordeaux qui propose un métal proche de Tool. Nos amis également de Abigail, auteur de 4 albums, dont ce deuxième album Electric Lady de 2018, un bon groupe de hard rock sous sa forme la plus pure, le rock hard, et c'est simplement somptueux avec un guitariste absolument fabuleux et un chanteur qui ne l'est pas moins. Salut à vous les amis de Abigail. Voilà, deuxième album de Scarline, les Bordelais. Thierry Marquez et son Born Again, ça c'était leur premier album sur le label Massacre Records, label allemand. Et depuis, le groupe a sorti 2 autres albums, toujours dans une veine heavy trash, avec un chant mélodique. Donc Born Again, totalement recommandable. Également Fool's Paradise, dans le style heavy prog, même si les musiciens ils aiment pas trop ce terme-là, mais il y a quand même des influences prog là-dessus. Et mention spéciale au petit speech à chaque début de morceau, c'est original, c'est sympa. Et enfin, je le porte en t-shirt. Tentation, c'est leur unique album à ce jour, même s'ils ont sorti un EP, un split avec Iron Slot. Mais là, c'est leur premier album et c'est sur le label Gates of Hell Records. Et donc l'album Le Berceau des Dieux, sorti en 2021. Là, on est dans le heavy metal le plus pur. Et ils font d'ailleurs partie de la fameuse scène New Wave of Traditional Heavy Metal. Voilà, donc il y a ces groupes-là, hein. J'aurais pu citer plein d'autres groupes, notamment Skeletal, qui est un formidable groupe de death metal à la Swedish, old school Swedish death metal, mais bien de chez nous, qui tourne pas mal. Ils ont tourné au Québec avec Outre-Tombe par exemple, et ils méritent également davantage de reconnaissance. Et je leur fais aussi un petit coucou les gars de Skeletal. Allez, c'est pas un top 10, mais ça y ressemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Voilà, c'est top 10 et un album bonus. C'est pas, il n'y a pas d'ordre particulier. Hein. Donc, on commence. On commence. 1983, voilà sortie de ce 5 titres de Sortilège. Donc à l'époque, le hard en France, ça se limitait à Trust, Warning, et il y avait également d'autres prétendants, Voix de Fée, Night Rider, enfin il y avait plein de trucs, hein. Il y avait Speed Queen, mais c'était surtout Trust et Warning qui remportaient tous les suffrages. Et donc, du coup, les autres groupes avaient un peu de mal à se démarquer. Et c'est le cas de Sortilège qui a vu sa maquette refusée par toutes les maisons de disques françaises et qui a donc dû s'expatrier en Hollande en cet été 83 pour pouvoir nous faire écouter le fruit de leur travail sur vinyle. Et donc en juillet 83, ils partent en Hollande avec le producteur Jack Hastings, qui est responsable et producteur du label Raven Records, qui a également révélé H-Bomb, dont on parlera dans quelques minutes, ou encore les Danois de Merciful Fate. Et donc cet album, mini-album 5 titres, sorti en septembre 83, ne fera que confirmer les espoirs qu'on fondait sur ce groupe Sortilège. Je vous parlais de Trust, et donc Warning, c'était le dauphin de Trust en cette année 82. Et en plus, là, cet album bénéficie d'un son énorme, puisque c'est le producteur allemand de Scorpion, Accept, Black and Blue ou encore Bullet. C'est donc Dieter Dierks qui produit cette petite merveille. Là, 9 titres de pur heavy rock metal, avec un chant de Rafael Garrido un peu plus énervé que sur le premier album Going to USA, et bien sûr les parties de guitare de Christophe Aubert qui nous a quittés dans les années 90, 94 ou 95. Je compte sur vous les maniacs pour me corriger dans les commentaires. Mais bon, les parties de guitare de Chris Aubert sont de toute beauté, et notamment le morceau Fire Fire que je recommande vivement. Cet album a eu son succès, et sachez, pour l'anecdote, le batteur, c'est Gérald Manceau, qui plus tard s'est fait un nom avec les Rita Mitsuko. Et donc cet album a frisé le disque d'or. 100 000 exemplaires vendus pour ce disque à l'époque, en 1982, ce qui prouvait quand même que le hard en France, ça pouvait vendre. Mais ça n'était rien à côté de la déferlante Trust. Ouais. On peut considérer cet album comme l'acte de naissance du hard rock, du vrai hard rock en France, qui n'avait pas à rougir des étrangers. Mais bon, là encore une fois, le groupe a dû s'expatrier et partir à Londres pour enregistrer cette petite merveille. 11 titres, bon, la reprise de Raiden d'ACDC était dispensable, mais le reste c'est de première bourre, et surtout l'élite avec le solo de Norbert Krief, un des meilleurs solos de l'histoire du hard rock, et bien sûr les textes engagés de Bernie Bonvoisin. Avec un tel chanteur aussi charismatique, ça ne pouvait que marcher, et ça a marché. Ça a marché, au-delà des espérances. Ils ont vendu 500 000 exemplaires de ce disque. C'est un album platine en France, et après il y a eu répression. Alors là, c'était bien sûr avec Antisocial, ça a été, voilà, Trust. Vulcain, en 1985, leur meilleur album, le plus speed, peut-être pas, mais ouais, le mieux produit. Et puis bon, l'influence de Motörhead est encore présente, mais elle se démarque quand même. Et puis, de toute façon, j'en ai déjà parlé. Hein. En 1985, les meilleurs disques de cette année-là, Vulcain y était déjà. Je m'en rappelle maintenant. C'est produit par Ali Benali pour son label Riff Records, distribution assurée à l'époque par le label Virgin. Et donc du coup, cet album, il a bien marché. Ils ont tourné avec Rockmel en France. Et ils avaient rempli l'Eldorado, 1200 places. C'était quand même bien pour un groupe de cette stature. Parce que bon, les ventes d'albums ont chuté. Hein. Entre Trust et Vulcain, on est passé de 500 000 à peut-être 50 000. C'était en 85, à l'époque, le métal, le hard rock, c'était plus du tout la mode. 1990, le premier album d'Aggressor qui s'était fait attendre, suite au Split LP avec Cloud Blast, paru en 88.
le License to Thrash, qui signe l'acte de naissance du thrash en France. Bon, 2 ans d'attente pour un album, paraît-il, à l'époque c'était long. Moi je suis conquis. C'est du trash à fond de blinde. Ça speed à mort et ça riff. Mais Alex Colatoken a sorti, je pense, ses meilleurs riffs sur ce disque. Et les solos sont de toute beauté également. Donc ça donne un super album de trash. Produit par les Allemands au Skytrack Studio de Berlin, par le producteur de Bathory, le père de Quarton, Boss pour son label Black Mark, mais c'est Noise qui a distribué de manière internationale ce disque. Aggressor, le premier album paru à l'été 90, donc déjà 33 ans pour ce Neverending Destiny. On reste dans le trash death, le deuxième album des Parisiens de No Return, paru à la toute fin d'année 91, je dirais même janvier-février 92. C'est le deuxième album, le fameux Contamination Rises, avec les morceaux Uncontrolled Situation, qui pour moi est une bombe sur ce disque. Et c'est malheureux parce qu'ils ne le font pas sur scène, les gars de No Return. Mais Uncontrolled Situation, si vous entendez à la Clément, si tu m'entends sur cette vidéo, ça serait bien que tu fasses ce morceau parce qu'il déchire sa rhum. Contamination Rises, donc le deuxième album enregistré aux États-Unis. Encore une fois, pour avoir le son, il fallait s'expatrier et ça a été fait de manière remarquable par No Return avec Tom Morris et son Morris Sound. Tom Morris, c'est quand même le producteur de Blessed Are the Sick ou Altar the Madness, et il a produit plein de trucs encore, Tom Morris. Donc au fameux Morris Sound Studios, qui était pas mal squatté également par le producteur Scott Burns. Et suite à cet album, le groupe fera une grosse date à Paris en compagnie de Loud Blast, Fudge Tunnel et la tête d'affiche étant Sepultura. Un zénith de Paris, ça ne se refuse pas, et certainement pas pour No Return, qui avait bien mérité son succès à l'époque. On repart dans les années 80. Satan Jokers, emmené par son leader, chanteur-batteur Renaud Hanson. Alors on aime ou pas le bonhomme, les faits sont là. Ce disque, c'est un pur album de heavy metal, et là ça a été enregistré en France. Pour une fois, le son est à la hauteur, et c'est un festival sur cet album, des virtuoses hein, quand même. Le regretté Laurent Bernat, qui nous a quittés en 2004, il me semble, à la basse, qui était quasiment comparé à Jaco Pastorius à la basse. Je ne connais très peu l'œuvre de Jaco Pastorius, mais bon, je fais confiance aux experts. Pierre Guiraud qui était au chant, et le guitariste ex-Strassos qui allait devenir Warning, Stéphane Bonneau qui est à la guitare, et des guitares il y en a sur ce disque. C'est un super album, pour un premier album, c'est un super album de heavy metal, et là aussi un album qui aurait mérité davantage de succès. 50 000 albums, c'est bien pour l'époque, mais c'était rien par rapport aux chiffres de vente des autres groupes 2-3 ans auparavant, je pense, quoi. C'est un Jokers. Alors, ah oui, Loud Blast, le meilleur de Loud Blast sur cet album, produit par Scott Burns, j'en parlais tout à l'heure, au Morris Sound Studios. Et suite à Disincarnate, Loud Blast refait appel donc à Scott Burns pour ce deuxième album enregistré à Tampa, puisque c'est le 3e disque, hein, je tiens à le préciser. Mais là, franchement, on ne change pas une équipe qui gagne, et là, le groupe est à son apogée. Maturité, les compos, elles sont magnifiques, c'est super bien interprété, et le son, franchement, je pense que c'est vraiment un album qui vieillit super bien. C'est un album qui a 30 ans, et pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre du metal made in France. Je vais aller vite fait sur celui-là parce qu'on en a déjà parlé, hein. C'est l'année 85. Exécution d'ADX, donc ça c'est un album, je pourrais en parler pendant des heures, tellement il m'a marqué ce disque. 8 titres,
C'est le must du heavy speed à la française. C'est un album qui est, ouais, les étrangers sont férus de ce disque, notamment les Grecs, les Allemands. Même en Amérique du Sud, il y a des férus de métal français, c'est incroyable. Massacra, Massacra qui enregistre son deuxième album, toujours pour le compte de Shark en Allemagne en 1991, Enjoy the Violence. C'est un album tellement mythique qu'il a donné son nom à un livre qui est paru en 2017, le fameux nommé Enjoy the Violence, justement. Donc. Et sur ce disque condensé de haine, rarement un album n'aura mérité un tel titre, et de Gods of Fate à Agonizing World, et bien sûr le morceau titre Enjoy the Violence, c'est que de la haine, et c'est tout ce que j'adore. Et enfin, le dernier pour ce soir, H-Bomb, avec une petite pensée, une grosse pensée pour Didier Izard, qui nous a quittés il y a quelques années, et chanteur sur ce coup de métal. Le premier mini-LP, 6 titres de H-Bomb, là encore enregistré chez les Néerlandais de Raven Records, et 6 titres de première bourre, encore une fois, H-Bomb, le loup coup de métal condamné à la mort. C'est là aussi les prémices du heavy speed à la française, H-Bomb. Voilà les Maniacs, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur mon profil YouTube Bruno Iron Alford, ou même sur ma page Facebook Bruno Iron Alford. Et puis n'hésitez pas à laisser des pouces, enfin tout ce que vous voulez. Mais bon, moi je vois ce que je fais, je le fais avec plaisir. Et puis je vois que ça plaît, donc ça m'encourage. Alors je vous dis à très vite. Et puis demain, ah oui, demain je pars à l'Alcatraz pour 3 jours. Et oui, l'Alcatraz, le festival incontournable des nordistes qui habitent près de la Belgique. Et ça, c'est la fête. C'est la fête pendant 3 jours du métal, bien sûr. Pendant 3 jours, il y aura des super groupes. Il y a Overkill, il y a Michael Schenker Group, il y a Downset, il y a KK's Priest, il y a Biohazard, reformation de Biohazard, avec Bobby Humble, Danny Schuller, Billy Graziadei et Evan Senfield, donc le line-up originel. Ça sera du samedi avec KK's Priest, et le samedi aussi, ça va être vraiment une chouette journée. Mais voilà, merci encore pour votre soutien les Maniacs, et je vous dis à très vite.